Bonjour à tous et à toutes, c'est bientôt la Saint-Valentin et je vais vous raconter une histoire d'amour incroyable. Une histoire d'amour entre deux êtres, entre deux femmes que tout oppose. Pour écrire cette vidéo, je me suis surtout aidée de ce livre, Émile et Jaguar, une histoire d'amour Berlin 1943, qui a été écrit par la journaliste autrichienne Erika Fischer. Elisabeth Kapler, surnommée Lily, est née le 1er novembre 1913 à Berlin, dans une famille bourgeoise. Dès son adolescence, elle se rend compte qu'elle n'est pas vraiment comme les autres. Elle tombe par exemple amoureuse d'une de ses profs de gym au lycée. Elle a aussi une de ses meilleures amies, une autre jeune fille à qui elle tient la main, et ça fait un peu jaser. Ses parents ont peur qu'elle soit lesbienne. Lily conclut sa scolarité par son baccalauréat, quelque chose qui était assez rare pour cette époque. Alors qu'elle a 20 ans, elle essaye un peu de rentrer dans le moule et elle a quelques amourettes avec des hommes. Elle rencontre Günther Wüst, un jeune cadre de la Deutsche Bank, et elle se marie avec lui alors qu'elle est encore mineure. Elle cherche surtout à gagner son indépendance, à fuir sa famille bourgeoise qui est très étriquée, mais son père et son frère, qui sont plutôt de gauche, ne sont pas présents au mariage. Ils accusent Günther d'être un nazi. Ma maison était organisée comme celle de millions d'autres Allemands, je le reconnais. Je n'ai jamais voté pour Hitler, mais j'étais mariée avec un nazi. Mon mari était nazi. Il n'avait pas sa carte du parti, mais c'était un bon Allemand et un bon nazi. Cela ne fait pas de doute. Lily se décrit comme une femme au foyer banal. Elle donne naissance à 4 enfants, 4 garçons, un enfant tous les 2 ans. Elle reçoit même la médaille du mérite maternel, une distinction qui était donnée par le régime nazi aux mères de familles nombreuses. Mais Lily s'éloigne de plus en plus de son mari. Son mari dit qu'il est fier de ses fils, mais en même temps, il ne fait rien à la maison. Elle sait qu'il a des maîtresses et en représailles, elle prend des amants, mais elle reste insatisfaite dans sa vie sexuelle. D'ailleurs, elle avoue crûment qu'elle n'a jamais connu l'orgasme. En 1940, Günther est mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et les deux s'éloignent encore plus. Comme elle est un peu surchargée avec ses 4 enfants, Lily décide de prendre une employée de maison, une bonne à tout faire. C'est comme ça qu'elle rencontre Inge, avec qui elle se lie d'amitié. Lors d'un déjeuner entre amis, Inge présente à Lily Phyllis Schrader. Phyllis Schrader, c'est une grande jeune femme brune qui s'habille de manière un peu androgyne. Elle porte tout le temps des pantalons, elle porte des cravates, et Lily est fascinée par cette jeune femme qui a une petite dizaine d'années de moins qu'elle. Donc je vais vous présenter un peu Phyllis. Phyllis Schrader, de son vrai nom Phyllis Schragenheim, est née le 9 mars 1922. Ses parents sont tous les deux médecins. Ils sont juifs, plutôt non pratiquants et plutôt socialistes. Alors qu'elle a 8 ans, la mère de Phyllis décède dans un accident de voiture, et alors qu'elle a 13 ans, son père meurt lui aussi alors qu'il faisait un exercice d'alerte. Phyllis et sa grande sœur Irène doivent donc s'habituer à vivre avec leur belle-mère. Malgré les tragiques événements qui la frappent, Phyllis est plutôt bonne élève et sportive. Elle s'inscrit dans un club de natation juif. C'est aussi vers ses 15 ans qu'elle commence à comprendre qu'elle préfère les femmes. Elle rêve de devenir écrivain, mais alors qu'elle a 16 ans, elle se fait renvoyer du lycée à cause des lois discriminatoires contre les juifs. Sa sœur s'enfuit en Angleterre. Phyllis aussi essaye de partir, mais elle n'y parvint pas. Elle fait tout pour passer inaperçue. Elle cache son étoile juive, son étoile jaune, sous un pan de son manteau. Pour en revenir à notre histoire, Phyllis et Lily deviennent très vite inséparables. Elles s'échangent des disques vinyles, elles s'appellent au téléphone tous les jours. En mars 1943, Lily tombe malade et doit être hospitalisée pour une opération bénigne. Phyllis accourt tout de suite à l'hôpital avec un bouquet de fleurs et lui déclare son amour. Lily réalise alors qu'elle est lesbienne. Elle s'était toujours sentie utilisée par les hommes, que ce soit par son mari ou par ses amants. Elle n'avait jamais vraiment trouvé les hommes très beaux. Elle se sent libérée. Elle dit même qu'elle se sent renaître. Elle a l'impression d'être la plus jeune des deux alors que c'est elle la plus âgée. Le 2 mai, Phyllis s'installe chez Lily et Lily évoque même la possibilité d'un divorce avec son mari. Mais Phyllis reste mystérieuse, elle change souvent d'endroit, parfois elle disparaît pendant des jours sans dire où elle va, et Lily elle pète un câble, elle s'énerve. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich warte jeden Tag, jede Sekunde warte ich auf dich.
weiß überhaupt nicht, ob du noch lebst! Ich bin Jüdin, Lilly. Je suis juive. Une fois le choc passé, Lily l'accepte plutôt bien. Non, je n'ai jamais été antisémite. Je n'avais pas été élevée ainsi. Simplement, ne me suis jamais souciée des conséquences de l'idéologie nazie. Quand je repense à cette époque, je me dis que j'ai vécu pendant des années dans une sorte de nuage, ne faisant que ce que mon mari aimait faire. Félix trouve une forme de refuge chez Lily. En effet, Lily, mariée à un officier nazi, elle est quasi insoupçonnable. Et en plus, comme elle a 4 enfants, elle reçoit beaucoup de nourriture de ravitaillement. Du coup, elle peut partager cette nourriture sans problème. Lily fait même son coming out à ses parents qui ne le prennent pas très bien. Son mari Gunther accepte de divorcer. Le divorce est prononcé alors que le mari n'est même pas présent. Il a été muté en Hongrie. Lily accuse Gunther d'adultère et Gunther accuse Lily de ne plus vouloir d'enfants et donc de manquer à son devoir conjugal. Le tribunal estime que les torts sont partagés et le divorce est rendu au nom du peuple allemand. Lily obtient la garde de tous ses enfants. Son mari ne lui versera qu'une seule année de pension, mais Lily décide de placer les 2 aînés à la campagne pour leur éviter les bombardements. Comme elle n'a plus de mari, Lily doit aussi travailler pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Elle s'inscrit à l'école Rakov où elle prend des cours de sténodactylographie et de traduction en anglais. À partir de cette période, Félix et Lily commencent à se trouver de nouveaux surnoms. Félix devient Jaguar et Lily devient Aimée. Du bist Aimée. Und ich bin Jaguar. Elles ont aussi des bagues en or avec leur surnom gravé dessus et avec la date de leur première rencontre. Les 2 femmes écoutent Radio Londres en cachette. Elles hébergent aussi chez elles Lola, une jeune secrétaire qui est aussi fille-mère. Elle est enceinte mais sans être mariée. Félix trouve aussi un poste au National Zeitung, le journal du parti nazi, comme dactylo. Elle se fait passer pour la belle-sœur de Lily et ce poste lui permet de fournir de précieuses informations qu'elle peut transmettre en Angleterre via un officier avec qui elle est en contact. Elle apprend par exemple qu'on a tenté d'assassiner le Führer. Un jour, elle comprend que le matin, il y a des dépêches des agences de presse étrangères qui arrivent au journal et elle est persuadée qu'on ne dit pas tout. Alors, elle se rend au journal à 5h du matin avant les autres membres de la rédaction. Elle lit les articles de la presse étrangère et elle retient toutes les informations par cœur. Elle préfère ne pas impliquer sa compagne dans ses activités clandestines. Je savais qu'elle travaillait pour des organisations clandestines, mais j'ignorais ce qu'elle faisait exactement et comment. Elle disait souvent qu'elle ne voulait rien me raconter, pas une bribe, parce que c'était trop dangereux. Elle répétait « Si tu es à côté de moi et qu'ils viennent m'arrêter, continue à marcher. Mais je n'aurais jamais fait cela, jamais de la vie. J'aurais su 1000 choses si nous étions restés plus longtemps ensemble. Mais nous avons eu beaucoup trop peu de temps. » Le 28 juillet, Gunther est de retour. Il propose à Lily de se remettre ensemble pour les garçons. Il lui fait du chantage, mais Lily ne cède pas. Le 1er août, Félix ramène des documents qui sont très importants, des documents qui sont classés affaires secrètes du Reich. Ces documents contiennent en fait des informations sur les juifs déportés vers la Hongrie. Les documents sont cachés dans une petite commode du salon. Dans leur salon, les 2 femmes ont aussi une carte arrachée à un manuel scolaire sur laquelle elles notent l'avancée des Alliés. Si jamais quelqu'un arrive à l'improviste, hop, elles retournent la carte. Derrière la carte, il y a une image d'un château et comme ça, elles peuvent cacher leur carte discretos, incognito. Malheureusement, le 21 août 1944, on frappe à la porte et c'est la Gestapo. Les 2 femmes sont rapidement séparées. Félix tente de s'enfuir, de se cacher chez une voisine, mais elle est rapidement rattrapée. Lily fait l'innocente et se tait. Félix fait un dernier baiser sur le front à sa femme et leur amie Lola brûle les documents qui étaient secrets.
Lily est vraiment bouleversée, mais elle se reprend bien vite pour ses enfants. Elle se rend au siège de la Gestapo et elle apprend que Félix a été emmené à la Schulstrasse, là où partent les convois vers l'Est. Elle obtient finalement le droit de visiter Félix et elle lui dit mais qui t'a dénoncé? Et en fait c'est une ancienne camarade de classe qui a dénoncé Félix. Félix a aussi dû signer une déclaration sur ses biens et tous ses biens sont confisqués au profit du Troisième Reich. Tous les jours Lily va rendre visite à Félix. Elle lui remet de la nourriture. Lily rencontre aussi quelques problèmes avec son entourage. Les voisins ne lui disent plus bonjour depuis l'arrestation de Félix. Ses parents la traitent d'irresponsable et lui disent tu devrais peut-être arrêter de trop t'occuper des juifs et plutôt t'occuper de toi-même. T'as quand même 4 enfants. Dans son journal en date du 26 août 1944, Lily écrit « Tu liras ce journal quand tu ne seras plus la juive Schragenheim, mais un être humain parmi d'autres. Grand Dieu, laisse-nous vivre ou mourir ensemble. Ne laisse pas l'une de nous survivre à l'autre. Je ne supporterai pas de ne jamais revoir ma chère Félix. » Félix est finalement transférée à Térésine, un camp de concentration réputé particulièrement dur. Le 7 septembre 1944, Félix et Lily se voient pour la dernière fois. Elles ont droit à une demi-heure. Lily remet à Félix une de ses mèches de cheveux qu'elle enroule autour de son peigne. Félix donne à Lily des gants et à l'intérieur de ces gants, il y a un petit mot « Je t'aime, je reviendrai vite ». Le 7 septembre, Félix écrit à Lily. Elle lui dit que toutes les autres prisonnières sont très gentilles, qu'elle-même n'arrête pas de sourire. Lily essaye même de se rendre à Térésine au camp de concentration. Lorsqu'elle se présente, elle montre sa médaille du mérite maternel au commandant. Elle lui dit qu'elle vient voir son amie juive, mais le commandant lui dit comment vous êtes une bonne femme allemande et vous êtes amie avec une juive, vous n'avez donc pas honte, vous n'avez donc aucune notion de supériorité raciale. Presque tous les jours, Lily envoie des paquets à Félix. Elle lui envoie de la nourriture, mais aussi des choses utiles comme du dentifrice ou des élastiques. Dans ses lettres, Félix pense surtout à l'avenir. Elle conseille à Lily de prendre un mari qui pourra lui assurer une sécurité économique et qui pourra s'occuper de ses enfants, un gentil mari. Elle lui dit qu'elles pourront quand même rester ensemble même si Lily est mariée. Elle signe Ton Jaguar qui est au zoo. Dans ces conditions, Lily arrête de travailler et elle loue des chambres dans son appartement. Le 9 octobre 1944, Félix est transférée au camp de Grossrosen. Le 8 décembre, Lily est convoquée par la Gestapo. Elle subit 4 heures d'interrogatoire, mais elle ne se laisse pas démonter. Elle dit que Félix était juste une amie, qu'elle ne savait pas qu'elle était juive, qu'elle n'était pas au courant de ses activités clandestines. Lorsqu'on lui demande si elles étaient homosexuelles, Lily répond que non. Finalement, Lily peut rentrer chez elle. Si elle a été épargnée par la Gestapo, c'est sans doute parce qu'elle était mère de 4 enfants. En février 1945, elle accueille chez elle des femmes qui sont sans abri à cause des bombardements. Elle les fait passer pour ses cousines, mais ces dernières ne restent pas très longtemps. Bientôt, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité, les enfants ont faim et dehors, la plupart des magasins sont fermés, les trams ne circulent plus. Le 2 mai, l'armée rouge entre dans Berlin. Lily trouve un logement provisoire à la poste, mais elle est aussi témoin d'exactions, d'autres femmes qui se font violer par les soldats vainqueurs. Quelque temps plus tard, Lily peut enfin regagner son appartement. Elle ne perd pas espoir, elle est persuadée que Félix est encore en vie. Elle commence ses recherches, elle appelle la radio, elle écrit à des personnes qui sont aussi passées par Grossrosen, mais malheureusement Félix ne revient pas. On ne sait pas vraiment dans quelles circonstances elle est morte, mais en tout cas elle a péri dans les camps de concentration. Lily tombe dans une profonde dépression, elle développe aussi un sentiment anti-allemand, elle rejette son pays, l'Allemagne, elle rejette aussi le christianisme, sa religion d'origine, et elle se rapproche de plus en plus du judaïsme. Elle se rend à la synagogue.
Les membres de la communauté juive de Berlin la tolèrent, mais elle ne réussit pas vraiment à se convertir non plus, puisque se convertir au judaïsme, c'est vraiment très compliqué. Lors de la rentrée scolaire, ses enfants sont inscrits en tant que juifs à l'école pour les cours d'éducation religieuse. Son fils cadet, Eberhard, va d'ailleurs étudier l'hébreu. En 1949, Lily fait sa première tentative de suicide. En 1950, elle épouse Willy Beimling, un vendeur d'électroménager. Elle se marie avec lui surtout pour sa sécurité financière, mais aussi parce qu'elle a un peu d'affection. Très vite, Willy s'avère être un homme abusif. Il l'empêche de voir ses amis et l'empêche de sortir du magasin. Au printemps 1953, Lily fait une deuxième tentative de suicide. Elle s'ouvre les veines. Willy lui crie dessus, lui fait une scène. Son fils aîné, Bernd, intervient et appelle la police. Finalement, Lily divorce une deuxième fois. Elle vit dans la pauvreté. Elle reçoit une pension pour ses enfants. Elle fait un peu des ménages par-ci par-là. Elle travaille aussi ponctuellement dans une papeterie. Elle trouve que rien n'a vraiment changé. Elle entend toujours des gens qui tiennent des propos antisémites dans la rue. Elle aimerait quitter l'Allemagne pour s'installer aux États-Unis ou en Suède, mais elle est déjà assez âgée et elle n'en a pas vraiment les moyens. Dans les années 60, son fils Eberhard, celui qui avait fait des études d'hébreu, part d'ailleurs s'installer en Israël et elle ira le voir de temps en temps. Le 21 septembre 1981, elle reçoit la Croix fédérale du mérite, une haute distinction allemande qui est un peu comme notre Légion d'honneur à nous. Au départ, elle n'en veut pas, elle ne veut pas être médiatisée et elle pense que cette médaille ne va pas ramener Félix. Mais finalement, elle accepte sous l'impulsion de ses fils. En 1983, 2 ans plus tard, elle prend enfin sa retraite à l'âge de 70 ans. En 1985, elle est contactée par un journaliste américain qui cherche à faire un film sur les Justes allemands. Et pour la première fois depuis 40 ans, elle raconte son histoire. En 1995, elle est reconnue juste parmi les nations, un titre décerné par le Yad Vashem, le mémorial de la Shoah d'Israël, aux personnes qui ont sauvé et aidé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1999, paraît le film Aimé et Jaguar, un film inspiré de son histoire d'amour avec Félix. Lily décède finalement en 2006. Voilà, je voulais vous montrer vraiment cette histoire d'amour qui est assez incroyable et on voit bien que Lily ne s'est jamais vraiment remise de la mort de Félix. Elle est toujours restée assez discrète jusqu'à sa mort et elle a un peu idéalisé Félix. Elle n'a jamais eu de nouvelles histoires d'amour avec une autre femme, par exemple. Et c'était vraiment une histoire à la fois triste et émouvante. N'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager cette vidéo et à très bientôt pour une autre vidéo. Keine Angst, mein Mädchen. Ich bin bei dir. Hier gibt es keine Feinde. Nur uns.